Bonjour, bonjour. Alors, en direct du siège d'IESF, bienvenue à vous, nombreux qui êtes présents dans la salle. Et puis aussi, je salue les nombreuses personnes qui nous suivent en ligne. Alors, et je répète souvent, merci d'avoir la gentillesse de couper les micros, mais je crois qu'on a un système qui permet. Il y a une dizaine de personnes qui nous attendent encore, bah c'est très bien, c'est la rançon. Alors, 66 inscrits en tout. Bon, alors, ingénieur et scientifique de France, c'est une très vieille dame de 175 ans qui est reconnue d'utilité publique depuis 1960 et qui regroupe 87 associations d'alumni, c'est-à-dire d'anciens élèves d'écoles d'ingénieurs. Alors, Gustave Eiffel en fut président. Aujourd'hui, mardi 11 mars, un sujet stratégique sur l'intelligence artificielle. On a titré avec les amis ici présents, IA, bluff et performance réelle, un bouleversement stratégique que l'homme, l'entreprise et les métiers doivent maîtriser. Alors, à mes côtés, Pauline Sossol, qui est cofondatrice d'Infusi, un studio de veille technologique et d'innovation opérationnelle. Elle est cofondatrice de Genesis, qui est conseil en transformation digitale, pilotage financier et data. Elle est ancienne auditrice externe chez Ernst Young, business angel et board observer de Sand to Green. Voilà. Brioc Berruet, il est docteur en informatique, ingénieur diplômé de l'ENSEM, entrepreneur, cofondateur de Flashback, qui est une plateforme innovante de stockage multi-cloud, spécialiste de l'IA, le cloud et les questions de gestion et de gouvernance des données. Sébastien Borton-Langer, avec la chemise blanche, il est ingénieur diplômé de l'ISEP, une école que je connais bien, Master of Engineering Network and Service Architect, entrepreneur, cofondateur de l'Atelier, qui est une société d'artisans du numérique développant des produits innovants sur mesure et réinventant l'écosystème digital. Et il est défenseur, à juste titre, de l'open source. Alors, je m'intéresse à l'intelligence artificielle depuis longtemps. Alors, à l'origine, moi, j'avais découvert le concept d'intelligence économique en 1998. Je vous rappelle que le rapport Martre date de 1994. C'est la première fois que la France s'intéresse à l'intelligence économique. Et les porte-plumes du rapport Martre, c'est Philippe Baumard, Christian Arbulot et Philippe Clerc. Alors, j'en connais deux très bien. Alors, Christian Arbulot, il a créé l'école de guerre économique et Philippe Clerc a travaillé dans l'Assemblée des chambres de commerce et il est maintenant président de l'Académie de l'intelligence économique. Et ici même, on a fait pas mal de conférences sur le sujet. Alors, j'étais pas débutant à l'époque, j'avais travaillé comme dans le cabinet PricewaterhouseCoopers comme auditeur externe, puis j'avais été directeur de l'audit interne de Thomson SA, puis directeur financier, puis plein d'autres choses, je vous en fais grâce. Alors, l'intelligence économique, c'est une grille de lecture et ça m'a permis, dès le début, de découvrir ce qu'était cette révolution numérique. Alors, l'intérêt pour l'IA, c'est aussi à l'Institut Frédéric Bull, dont j'étais membre une vingtaine d'années, et l'Institut Frédéric Bull est une association qui s'est donnée pour vocation d'étudier les conséquences économiques et sociales et humaines de l'emploi des techniques nouvelles. Alors, l'IA, on le sait, elle a connu des hivers et des étés. J'ai fait pas mal de choses. Le 27 juillet 2018, il y avait notamment une émission de l'excellent Antoine Spire, entouré d'experts, dont Laurence De Villers, que j'apprécie particulièrement. Alors, j'ai aussi enregistré un podcast qui est consacré aux relations entre l'IE et l'IA, et puis, etc., etc. Donc, il suffit de taper, si vous avez envie, mon prénom et mon nom sur Google, il y a pas mal de choses qui sortent. Alors, à l'origine, l'intelligence économique, c'est une discipline de l'informatique. Elle est apparue dans les années 1950, à l'époque où les premiers ordinateurs sont construits. Le fameux Alan Turing était un visionnaire. En fait, il a imaginé qu'un jour, peut-être, avec ces machines, on arriverait à faire des choses comme jouer aux échecs ou conduire une voiture. C'est des choses que nous, humains, on accomplit à l'aide de notre intelligence. En fait, on ne construit pas une machine intelligente, on utilise un artifice, le calcul, pour accomplir à l'aide d'une machine des choses que nous, humains, on fait avec notre intelligence. Alors, plus récemment, l'évolution de l'IA, c'est en 2000 l'analytique, c'est le machine learning. En 2010,
c'est le perceptif, c'est le deep learning. Je vois que mon voisin de gauche acquiesce, donc ça me rassure. 2020, c'est l'IA générative. Et 2025, c'est déjà les agents IA. Alors, moi, personnellement, je pense que même si l'intelligence artificielle est révolutionnaire, est puissante, elle doit être replacée dans une dimension globale qui est celle de la troisième révolution industrielle de 1980, dont l'intrant est la donnée, la data. L'intelligence artificielle, et en particulier l'IA générative, elle doit être appréhendée comme une accélération. Pourquoi? Parce que ça permet de considérer, certes, les opportunités, mais également les menaces dans une vision globale et pluridisciplinaire qui me paraît essentielle. Alors, une période de 31 siècles de stagnation économique, du XIIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XVIIIe siècle. Puis, 3 révolutions industrielles. Celle de 1780 qui est fondée sur la vapeur, celle de 1880 qui est fondée sur l'électricité et celle de 1980 qui est fondée sur le système informatique. Alors, les 2 premières, c'est quand même le niveau de vie multiplié par 20 et l'espérance de vie multipliée par 3. Et cette 3e révolution industrielle de 1980, évidemment, elle a eu lieu. Elle est fondée d'abord sur l'informatique, puis sur Internet. Et ce modèle économique, en fait, il impose le passage de l'ère de la main-d'œuvre à l'ère du cerveau d'œuvre. Et le cerveau d'œuvre, c'est bien sûr le couple entre l'ordinateur et l'homme. Et en fait, à cette époque, jamais l'information, qu'elle soit scientifique, économique, géopolitique, industrielle, politique, sociale, jamais elle a été aussi facile à se procurer, à partager. Et pourtant, on en tire assez mal parti. Et on subit des crises économiques, financières, sociales, politiques, géopolitiques, sanitaires, militaires. Il y a une forme de vide stratégique. Donc, cet intrant, cette data, tout est là, il faut savoir la mettre en perspective. Cette révolution industrielle, elle a eu lieu, ses principes et son socle technologique sont en place, il faut apprendre à s'y mouvoir. Et on peut d'ailleurs se demander pourquoi, 45 ans après 1980, c'est encore difficile pour les États, pour les entreprises, pour les institutions et même pour les particuliers de comprendre et d'intérioriser cette nouvelle donne. Et bien entendu, ne pas profiter des opportunités de ce nouveau paradigme, c'est un manque à gagner, c'est une perte, et ne pas anticiper ces menaces, en particulier les menaces cyber, c'est un risque. Alors, je fais court, c'est une révolution, une évolution, et je pense que le modèle néoclassique de l'analyse économique, c'est incapable d'expliquer ce modèle. On est dans un rendement d'échelle croissant, c'est le système du coût marginal zéro. Alors, la France, il faut quand même l'admettre, est aujourd'hui stratégiquement à l'arrêt dans un monde qui est en mutation rapide. Et en ce début 2025, eh bien, en fait, il faut quand même reconnaître que notre pays est affaibli, fracturé, endettement, déficit budgétaire, déficit commercial. Il faut quand même se souvenir qu'en 2000, la France était encore la 5e puissance économique mondiale. Depuis, on a perdu la moitié de nos parts de marché dans le monde, notre niveau de vie a baissé de 15% et nos industries automobiles, pharmaceutiques, mécaniques ou même agroalimentaires se sont quand même étiolées. Alors, à mon avis, les 2 raisons, de cet abaissement, c'est la désindustrialisation et, je prends la responsabilité de le dire, le déraillement de nos politiques économiques et sociales. Et en fait, est-ce que c'est prétentieux de le dire? Je pense qu'on n'a pas su vraiment profiter de l'état d'esprit et de la méthodologie de l'intelligence économique qui a été défendue par une poignée d'hommes et de femmes que je connais bien. Alors, la cause principale de ce déclin, ça vient d'une idée qui était radicalement fausse. On décrète, dans les années 90, qu'on est rentré dans un monde post-industriel et post-travail. On estime qu'il faut partager le travail et on laisse l'industrie s'atrophier. Or, au même moment, dans le monde, se développe précisément cette révolution industrielle et je crois que nos élites politiques, médiatiques, industrielles
et même militaires ne comprennent pas cette troisième révolution industrielle. Et c'est une révolution hyper technologique, hyper industrielle, hyper capitalistique et hyper oligopolistique. Et les oligopoles, ce sont les GAFAM et les BATX chinois. Alors, c'est un fait. Je pense que de plus en plus, le monde politique, industriel, militaire et médiatique n'est pas vraiment prêt pour la séquence géopolitique qui s'ouvre. Alors, aujourd'hui, c'est la 4e conférence que je consacre au problème de l'IA. Le 18 avril 2024, j'étais accompagné du regretté Louis Nogès qui nous a quittés brutalement, ingénieur Supélec. La salle ici était remplie. C'est un des meilleurs spécialistes français d'intelligence économique, on regrette. Et sa conférence, c'est d'où vient, où a été, où va l'intelligence artificielle, comprendre les 4 âges de l'IA. Il y a un replay sur la chaîne YouTube d'IESF. Le 26 novembre, on a abordé l'apport de l'IA à la robotique. Et en fait, avec la société Blue Frog Robotics, à l'origine, c'est Gilles Bertuzzo qui nous écoute en ligne, qui est le fondateur de Unit, avec qui je suis en relation, très proche, et qui avait financé dans le crowdfunding une start-up qui s'appelle Blue Frog Robotics et qui a inventé un robot domestique. Mais le problème de la mise en place de l'IA pour enrichir la robotique, ça se fait aussi dans des visions beaucoup plus larges. Notamment, j'ai suivi chez Dassault Systèmes des conférences remarquables sur l'évolution du système de construction, notamment en collaboration avec le groupe Bouygues. Alors, le 22 janvier 2025, j'avais invité Denis Jacquet, qui venait de New York, qui est un homme, disons, au caractère bien trempé, et on a abordé l'aspect sous l'angle géopolitique. Le replay est aussi à votre disposition. On avait appelé ça l'intelligence artificielle, la Chine, les USA et votre place dans la société de demain, du fantasme à la réalité et du rôle des ingénieurs. Alors, j'ai eu un moment un peu critique tout à l'heure et un peu pessimiste. Et heureusement, le 6 mars 2025, l'invité à mes côtés, c'est Guy Sommeck. Et Guy Sommeck, il est encore présent aujourd'hui, je le remercie. Alors, il avait trouvé un titre, France, y aller, sans peur, sans faille et sans reproche. Le côté un peu chevalier Bayard. Et un chemin de volonté et de compétitivité, l'IA existe, nous l'avons rencontré. Et Guy Sommeck nous a démontré qu'il y avait un énorme champ à anticiper. Il y aura également un replay quand la vidéo sera montée. Je vous invite à l'écouter parce que on est dans une situation. Il m'a dit l'autre jour, j'ai cité quand on faisait notre conf, je lui ai dit tu es optimiste? Non, il a dit je suis réaliste. Donc en fait, il y a des choses à faire. Alors, il a même également développé un point sur le quantique. Et il rappelait, il me disait, il a dit pendant cette conférence, merci à Einstein d'y avoir pensé et au formidable, je te cite, hein, on est bien d'accord, Louis de Broglie de l'avoir conçu et développé. Nous n'en sommes qu'au balbutiement du quantique grâce à Alain Aspect, qui est prix Nobel de physique. Alors ce matin, Geneviève Boucher était à mes côtés aussi, il y a eu au MEDEF un événement intéressant et d'ailleurs Alain Aspect, entre autres invités prestigieux, était présent. Donc on a vu, mais malgré tout, je reviens dans mes doutes, j'ai remarqué que une des tables rondes, dont le titre était Le quantique, une revanche française, avait un sous-titre L'Europe a vu naître le web et le datagramme de Louis Pouzin, pierre angulaire des échanges de données, et pourtant, la deuxième révolution quantique risque de nous échapper. Peut-on encore inverser la tendance? La France a une avance technologique, comme toujours, mais face à la rapidité d'exécution des États-Unis, est-ce que on va subir des standards définis par les autres? Alors, la référence à Louis Pouzin, Louis Pouzin, je connais bien, c'est un ami, il a maintenant un grand âge, mais on avait fait pas mal d'événements et il avait une société qui s'appelle OpenRoute. C'est
un homme qui a été un polytechnicien, qui a inventé le datagramme. Il a été décoré par la reine d'Angleterre, etc., etc., etc. Et il y a un livre qui est sorti sur lui, un roman, il y a eu plein de livres, mais un roman qui est sorti sur lui qui s'appelle Comédie française avec un S, qui a eu c'est un roman, hein, on n'est pas dans la technique informatique, qui démontre le syndrome français où on a quand même toujours une avance technologique et il se passe des choses. Mais ce n'est pas l'opinion de Guy et dans le dialogue, on reviendra sur nos espoirs. Alors, donc aujourd'hui, on aborde avec le sujet. Alors, moi, ce que je considère actuellement, c'est que l'IA générative, en fait, elle pousse les entreprises à réussir à faire, au moins à démarrer, la transformation numérique qui, en fait, malgré tous nos efforts, a été assez négligée jusqu'à présent. Et cette intelligence artificielle, elle provoque une frénésie des entreprises, mais en fait, son action, son adoption réelle, ça implique d'avoir une infrastructure informatique qui est adaptée et une bonne architecture de données. Alors, je pense que la plupart des architectures de données, elles sont pas vraiment adaptées pour l'IA générative, et cela va probablement forcer les entreprises à y réfléchir. Où sont mes données? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je les stocke? Comment je peux alimenter précisément une IA générative interne? Donc, je crois que c'est une occasion d'avoir une réussite et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai replacé l'intelligence artificielle générative dans le contexte de la transformation numérique qui est beaucoup plus globale. Pourquoi? Parce que, en fait, on a une situation d'utilisateur, déjà, pour le moment, et ça entraîne un certain nombre d'inconvénients qu'on appelle le shadow AI. C'est-à-dire que on peut imaginer que les individus, c'est plus facile pour un individu qu'une structure de monter en marche dans une transformation numérique. On a connu un moment avant l'essor en novembre 2023 de l'IA, ce qu'on appelle le BIOD, Bring Your Own Device. Il faut reconnaître qu'on avait des collaborateurs dans une structure, grande ou petite, qui arrivaient avec leur propre système. Il faut quand même reconnaître que le RSSI, s'il y en avait un, ou même les responsables, RSSI, ça veut dire responsable de la sécurité des systèmes d'information, s'arracher les cheveux en disant, bah, on nous met en danger. Et là, ça continue. C'est-à-dire le shadow. Alors là, moi, j'ai des chiffres là-dessus sur le shadow que j'ai relevé. En fait, 18% des employés français utilisent des IA génératives dans leur travail, donc 58% sans cadre formel par l'entreprise. Et 49%, vous n'êtes pas d'accord? Je pense que c'est plus. C'est plus. Bon, me dit Pauline, mais elle aura la parole bientôt. 49% en dépit d'interdictions explicites. Et 87% des employés indiquent que leur entreprise n'a pas de politique claire concernant justement l'utilisation de l'IA générative. Et alors, 50% des employés interrogés utilisent des applications d'IA non autorisées par leur organisation et continueraient à le faire même en cas d'interdiction. Donc, pour les données, c'est quand même, à mon avis, assez problématique. Alors, donc, l'entreprise, elle se doit d'organiser sa gouvernance de l'IA. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle doit s'intégrer dans une révolution beaucoup plus globale. Et je vais vous donner deux chiffres, deux pourcentages, 80% et 75%. Depuis des années, on sait que 80% des projets informatiques, et plus récemment des projets d'intelligence artificielle, ils ne passent pas à l'échelle. Alors, on réalise des POC. POC, ça veut dire Proof of Concept. C'est facile, mais faire passer ces projets à l'échelle, en fait, ça nécessite une véritable stratégie pour être sérieux dans le développement et justement appréhender les tenants aboutissants du développement de cette IA générative. Alors, ça justifie de mettre en place une stratégie forte et on va en parler. Et 75% pourtant, c'est 60% des entreprises interrogées disent que l'IA est une priorité. Alors comment on peut avoir d'un côté 75% des entreprises qui ont envie
de migrer et 80% des projets qui marchent pas. Alors là, c'est tout le débat qu'on va peut-être aborder tout à l'heure. Mais on n'a pas forcément de solution miracle. Il faut quand même savoir une chose, c'est que la notion d'expert en IA, vu le côté récent des choses, ben en fait, c'est une forme de culture générale, c'est une forme de réflexion. Et moi, je cite toujours une phrase qui est dans un livre de De Gaulle qui s'appelle Le fil de l'épée, qui dit que la culture générale est la meilleure des façons de développer une stratégie. Donc en fait, je crois que des gens qui montent en marche trop récemment dans l'IA, c'est problématique. Et je pense que des gens d'expérience, alors je parle, j'ai pas les cheveux blancs, mais presque, et je crois qu'on est quand même, il y a intérêt, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé les entretiens économiques d'IESF Sciences Po. Le but est de réunir des ingénieurs, des informaticiens, des financiers, des juristes, des gens de grande bonne volonté. En fait, l'honnête homme du 21e siècle, comme on a connu l'honnête homme du 17e siècle. Voilà. Alors, maintenant, bien entendu, on peut parler, on peut espérer, par rapport à cette histoire d'honnête homme, une IA qu'on construit est peut-être quand même plus inspirée de l'esprit européen que du grand atlantisme ou du bloc asiatique, qui justement est en accord avec le principe du siècle des Lumières. Je crois qu'on peut quand même l'espérer, mais ça va pas être simple. Mais nous avons Guy Sommeck qui a des solutions. Alors, c'est très rare d'ailleurs d'avoir un conférencier de la voix d'avant, mais je veux pas désagréable avec les trois autres parce que ils ont plein d'idées aussi et je pense que le débat sera là, très large. Alors, je vais le déroulé des interventions de Pauline, de Brioc et de Sébastien. En fait, il y aura 5 points. L'IA, mythe ou révolution incontournable, avec en plus un éclairage par Brioc de la réalité Tech France versus États-Unis, pour bien comprendre les réalités de terrain. Alors, Brioc, d'abord entrepreneur en France, avant de devoir, la mort dans l'âme, se résoudre à aller aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est la mort dans l'âme, il va nous le dire. Les opportunités de marché sont quand même plus nombreuses, dit-il, outre-Atlantique, pour développer des solutions avancées et novatrices. Alors, ça c'est le premier point, mythe ou révolution incontournable. Le deuxième point, IA, ce qu'elle peut vraiment faire et ce qu'elle ne fera jamais. Le troisième point, l'IA, un impact stratégique pour les entreprises ou investir intelligemment. 4, open source versus IA propriétaire. Qui contrôlera l'IA demain? Ce sera plutôt Sébastien qui nous parlera de ça. Et 5, les décisions à prendre dès maintenant pour ne pas subir l'IA. Alors, Pauline, je te donne la parole. Je crois que tu vas commencer par une question au public. Je vous remercie. Juste avant, je tiens à remercier Sébastien et Brieux de m'accompagner. On se connaît depuis un moment et c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Et alors, je ne sais pas si on sera plus optimiste que ton introduction, mais on est là pour partager des convictions. Elle est réaliste. Et la réalité terrain. Voilà. À tous les trois, on a une bonne vision de la réalité terrain, de ce qui se passe aujourd'hui dans la tech, France, Europe et États-Unis. Alors oui, on démarre par une question. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, on est là pour partager des convictions et parler profondément de ce qui se passe. La question qu'on a envie de vous poser, c'est, ici, dans la salle principalement, ce sera plus simple, mais qui pense que l'IA est une révolution totale et qui pense que l'IA est plutôt un bluff marketing? Alors, à vous de voter juste à main levée dans la salle. Qui pense que l'IA est une révolution totale? Une salle d'attente. Et plutôt une notion de bluff marketing, à l'inverse. C'est possible. Alors, les deux sont possibles. Ouais. Alors, voilà. Certaines personnes ont répondu les deux et c'est possible. Et je fais partie des personnes qui pensent que les deux réponses, effectivement, sont possibles. Pourquoi? Parce que le bluff est inhérent finalement à toute évolution technologique. On a toujours envie de se projeter dans le plus que peut apporter la tech après chaque découverte. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase où l'IA générative notamment promet de belles avancées et on annonce beaucoup d'effets marketing et de bluff. Alors à ceci, ça dessert énormément l'impact court terme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'attentes. On ne comprend plus vraiment non plus ce qu'est l'IA ou ce que ça fait, ce que ça ne fait pas.
l'IA est presque un synonyme finalement d'informatique, de la tech. On veut de l'IA, on ne sait pas pourquoi, ça paraît bien. Et finalement, il y a un effet très déceptif court terme parce que les promesses ne sont pas tenues. Donc ça, c'est un premier point. Mais pour compléter l'introduction, il faudrait démystifier finalement ce qu'est l'intelligence artificielle, qui quand même porte assez mal son nom puisqu'il n'y a rien d'intelligent derrière. On va juste, si je le dis vulgairement, moi qui viens plutôt du métier base de finance, on assemble des couches technologiques jusqu'à ce que ça marche. Et miracle, il y a quelque temps, il y a vraiment une explosion et on arrive à simuler, automatiser des résultats performants pour nous aider dans des tâches diverses. Donc ça, c'est un premier point du concept d'intelligence artificielle. À aujourd'hui, l'IA repose quand même sur 3 piliers. Alors, quand je dis repose, c'est à la fois pour évoluer, à la fois pour être implémenté et pour imaginer d'autres cas d'usage. On parle notamment d'une notion d'expérimentation. On est quand même si on essaie de l'implémenter dans les entreprises, encore dans une notion d'expérimentation, parce qu'on arrive à des résultats, mais on n'arrive pas encore à expliquer vraiment pourquoi ni tracer ces résultats. Ça, c'est quand même un point où on est à cheval entre la recherche et finalement l'implémentation réel terrain, et on ne peut pas mélanger toutes ces avancées en fonction de tous les contextes et des objectifs. Alors, quand je dis qu'on est dans une phase d'expérimentation, ça ne veut pas dire qu'on manque de maturité sur ces sujets, ça veut dire qu'il faut bien comprendre ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas encore faire et dans quel contexte pour maîtriser les risques et quand même saisir les opportunités qui se présentent. Ensuite, il y a une notion qui est quand même assez centrale et on en parlera tout le long, c'est quand même le partage des données et des compétences. C'est assez clé. Toutes les semaines, il y a des avancées, il y a des effets d'annonce. Et puis, de plus en plus, on a des annonces, mais on ne sait pas bien comment et pourquoi ces solutions ont été développées. Là, alors, on peut aussi ne pas être d'accord, mais là, je fais plutôt référence aux avancées chinoises qui, certes, sont très utiles et positives en soi parce on se rend compte qu'on peut avoir une IA différente de celle proposée par les États-Unis ou même en France. Donc, c'est un effet positif d'avancer, mais en même temps, il y a un côté opaque où on ne sait pas bien comment c'est défini et pourquoi. Donc, l'effet illimité. Et le troisième pilier, après l'expérimentation, le partage des données et des compétences, c'est bien sûr la souveraineté. Souveraineté, une notion encore difficile finalement à définir. C'est un enjeu aussi bien technologique que finalement géopolitique, comme le disait Christophe. Et là, c'est quel enjeu prendra le dessus, au détriment duquel, et comment, là, on n'a pas de réponse et on le vit un peu au jour le jour finalement. Alors, j'ai quand même une conviction avant d'entrer encore plus dans le détail, c'est qu'aujourd'hui, c'est un enjeu, qu'on le veuille ou non, c'est un enjeu stratégique pour les entreprises. On n'a pas d'autre choix. Et madame, comment ta prof? Ah. Oui. Allô? On va couper le micro. Non, certains sont en train de faire des devoirs, je crois. Oui, Oui. Allez, tu continues. Alors, oui, je disais, On ne vous entend plus. C'est bon, c'est bon. Allô, allô, Voilà. c'est On bon? est de retour. C'est bon. Voilà, merci. on vient d'expérimenter l'informatique en live. Je vais partager ma conviction. On est là pour ça. Non, ma conviction, c'est que l'IA est un enjeu stratégique pour les entreprises. On ne doit pas être dans une réflexion est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Non, on doit y aller. On ne peut plus considérer non plus que c'est un simple outil au sens neutre, un moyen. L'IA est un enjeu bien au-delà d'un simple outil, même si on doit s'en servir, j'y reviendrai après, comme seulement un moyen. Mais les choix qu'on fait ont des conséquences. Donc, c'est presque, les entreprises ont presque un devoir à ce niveau-là de faire des choix éclairés. Il ne suffit pas juste de prendre un outil et de se dire ça sert un processus, peu importe les conséquences. Non, on est sur des enjeux de souveraineté, de choix de données, de biais que l'on accepte de l'IA ou que l'on n'accepte pas. Et donc,
on doit se saisir de toutes ces questions et ça devient presque une culture, comme le disait Christophe, c'est une culture générale de la tech que l'on doit avoir, au même sens qu'être bon gestionnaire financier pour son entreprise, que savoir gérer ses employés. Voilà, on doit avoir cette culture générale profonde et assumer ses décisions. Et avant d'aller plus loin, quand même, j'ai invité Brieux qui est à moitié en France, à moitié aux États-Unis, qui développe une solution avancée de cloud décentralisé et qui, pour certaines raisons dont il va peut-être nous parler, a dû partir aux États-Unis, pas non plus 100% à contre-cœur parce que c'est une terre fertile pour développer des solutions innovantes, mais ça, quand même, je vais le laisser faire son éclairage sur la réalité finalement du terrain tech entre la France, où on manque quand même de viviers à tout niveau, au-delà de la recherche qui est conséquente, mais on manque de viviers financiers et de cas d'usage à déployer dans les entreprises. Et donc, se tourner vers les États-Unis est aussi un avantage. On lui donne la parole? On lui donne la parole. Bah alors, on donne la parole. Donc, alors, en fait, par prendre sa part. rapport à ce que vient d'être dit aussi, précisons quelque chose. On sait très bien que notre système de retraite n'est pas le même. On a la puissance des fonds de pension qui existent. Hein. Voilà. Ah oui, Et, donc oui, on pourrait parler de beaucoup de choses par rapport à ce qu'il y a aux États-Unis et en France. Et donc, du coup, là, j'ai parlé surtout d'une expérience personnelle et du fait comment je suis passé, en effet, d'être en France et de développer une solution en France, de partir aux États-Unis. On va dire qu'aujourd'hui, c'est principalement qu'en France, lorsque j'ai commencé à faire ma solution, il y a une grosse différence que j'ai pu remarquer comparé à mon aventure à la Silicon Valley. C'est que lorsque vous arrivez à la Silicon Valley, vous avez en fait un bassin de personnes qui veulent créer des choses. Et vous êtes capable de rencontrer n'importe qui à n'importe quel endroit. C'est quelque chose qui, de mon côté, je n'ai pas retrouvé en fait en France, en Europe. Je suis allé en Allemagne, je suis allé en Espagne, en Italie, et je n'ai pas retrouvé en fait cette sensation qu'on retrouve à la Silicon Valley. On peut dire ce qu'on veut de la Silicon Valley, on peut dire c'est bien, c'est pas bien, c'est mort, c'est pas mort. Aujourd'hui, la Silicon Valley est toujours un terroir de création de valeur, d'idéation, où toute personne qui veut tester une preuve de concept est au bon endroit pour le faire. Et donc, du coup, pour mon expérience personnelle, en fait, j'ai commencé en France, j'ai développé cette solution, ma première version de solution. Et le problème qui est pour un entrepreneur, c'est les financements. On parle toujours des financements. C'est la première barrière pour un entrepreneur, c'est les financements qu'on peut recevoir. Heureusement, dans mon expérience personnelle, je n'ai pas réussi à avoir les financements en France pour pouvoir évoluer dans ma société et faire évoluer ma société. Donc, je suis parti aux États-Unis puisque j'ai eu une occasion là-bas, aux États-Unis, d'avoir un financement. En toute transparence, c'est basé sur ces financements-là. Ça joue beaucoup, en fait. On ne s'en rend pas compte. Aux États-Unis, il y a en effet plus de liquidité, plus de financement. Ils ont un GDP qui est un PIB qui est plus important qu'en Europe aujourd'hui. Il y a de la liquidité, la prise de risque de la part des investisseurs et des personnes qui peuvent en effet apporter une liquidité, qu'elle soit privée ou publique, est plus importante. Et aujourd'hui en France, Christophe l'a rappelé, la situation rend cette liquidité et cet apport financier pour les entrepreneurs beaucoup plus compliqué. Et donc, du coup, je suis parti et j'ai rencontré d'autres Français, aussi là-bas, d'autres Européens, en fait, il n'y a pas que la France, c'est aussi d'un point de vue européen, puisqu'en fait, le problème est vraiment européen. Je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, ensemble, en effet, fonctionnerait mieux. On a toujours cette articulation, tout se pose cette question, comment on peut faire en sorte que tout ensemble, on puisse mieux fonctionner pour, en effet, avoir une solution qui puisse et des solutions qui se développent en Europe, qui puissent être en compétition avec les solutions américaines pour des questions de souveraineté. Et cet enjeu-là, aujourd'hui, n'est pas la réponse. Je pense qu'il y a des experts meilleurs que moi pour identifier comment résoudre ce problème au niveau européen. La sensation en tant qu'entrepreneur, c'est qu'en effet, nous, on a besoin d'aller extrêmement vite. On a besoin de financement de manière rapide. Déployer un financement, ça doit prendre quelques semaines et non pas quelques mois. Et malheureusement, c'était aussi des freins que j'ai eu avec, entre autres, la BPI, d'un long process d'acceptation des financements, alors qu'aux États-Unis, il m'a fallu 2-3 semaines pour recevoir à peu près la même quantité d'investissement. Donc, c'était une des approches, mais d'un point de vue sur l'IA, et si je vais revenir quand même sur la thématique de l'IA, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, à la Silicon Valley, on va dire, c'est le thème majeur. Vous allez à la Silicon Valley, on va dire tous les jours ouvrés, vous avez entre 2 à 4 conférences sur l'IA
d'événements où vous pouvez échanger avec d'autres personnes qui construisent des solutions, vous pouvez échanger avec des personnes qui sont d'écosystèmes et vous avez toutes les grandes entreprises qui sont là-bas. Il y a des entreprises comme par exemple Snowflake qui est, je pense pas assez connu en France, mais extrêmement connu aux États-Unis. Les fondateurs sont français. Aujourd'hui, je crois que Carta a fait une étude et 17% des fondateurs des startups les licornes aux États-Unis sont des fondateurs français. Voilà. Donc, c'est cette migration que j'ai faite et on va dire quelque chose qui s'est toujours fait. Voilà. Et donc, du coup, pour ma part, mon entreprise a trouvé un financement là-bas. On a trouvé une certaine dynamique, aussi un contact de la part des investisseurs là-bas. Les investisseurs américains investissent très peu en Europe aujourd'hui, beaucoup aux États-Unis. Il y a aussi une sorte de compartimentation, si je puis dire ça comme ça, de souveraineté États-Unis, Asie, Chine et Europe. Et donc, du coup, c'est dans ce genre de combat qu'il faut se positionner. Si on doit se positionner au niveau de la France et de l'Europe. Et donc, à contre-cœur, j'étais en plein développement en Europe. Je ne peux pas mentir que j'aurais bien aimé continuer à développer cette solution en Europe, mais j'étais arrivé à un certain moment de ma vie en tant qu'entrepreneur qui m'a demandé de faire un choix. Et ce choix était donc de partir aux États-Unis. En effet, et aux États-Unis, les questions de l'IA aujourd'hui sont centrales et même pour eux, ils ont tellement de potentiel, de solutions qui émergent qu'aujourd'hui, eh bien, ils ont la capacité en fait de pouvoir piocher ce qui est bon et pas bon. En Europe, nous n'avons pas forcément tout ce chaos. C'est vraiment du chaos, de la création de valeur. Et donc, du coup, on a moins la chance de pouvoir piocher ce qui est bon et pas bon. Par contre, une des stratégies qui peut être intéressante, c'est aussi de regarder en fait ce qui se fait à la Silicon Valley et de vraiment sonder ces solutions-là. C'est pas parce qu'une solution est faite aux États-Unis qu'elle ne peut pas convenir à une solution en Europe. Et les Américains ont aussi une connaissance sur l'expérience utilisateur qui est très très intéressante et qui peut sûrement enrichir des solutions en Europe. Donc, une proposition, et je vais sûrement m'arrêter là parce qu'il y a pas mal de choses à parler sur cette conférence, c'est que d'un point de vue européen et surtout français, il faut pas s'arrêter de s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis, mais au contraire, il faut attirer ce qui peut être de valeur pour nous, pour en fait développer des solutions souveraines. Merci beaucoup, Brioc. Alors, donc, Pauline, tu reprends. Oui, parce que je voulais l'éclairage de Brieuc pour Très bien. faire comprendre que les États-Unis, en fait, ont cette capacité à intégrer de nouvelles solutions assez rapidement et à grand volume qui permet de faire accélérer la tech au sens large de manière rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça nous permet d'avoir des solutions vraiment finalement sur mesure dans divers domaines, plutôt des verticales et non pas des IA finalement généralistes qui vont être adaptées plus au regard de l'entreprise. Et c'est dans la partie où on va aborder ce que finalement l'IA peut faire et ne fera jamais. Ça, c'est important et on doit passer par cette évolution de cas d'usage et de tests massifs. Et parce qu'il y a un certain fantasme de l'IA générale qui va reproduire l'intelligence humaine qui n'existe pas et à mon avis n'existera pas ou il ne faut pas avoir l'ambition qu'elle existe. Déjà, on a une part de nous tous inhérente à nos cultures qu'on ne sait pas expliquer et donc on est loin de reproduire. En revanche, tout ce qui est de l'acquis, essayer de comprendre, reproduire, on peut bien sûr là s'en inspirer pour essayer de reproduire avec de l'IA. Ce que l'IA fait très bien aujourd'hui, c'est quand même enchaîner des processus finalement d'automatisation pour arriver à un résultat donné. Il n'y a pas d'intelligence derrière. Plus on a de performance, et cette performance elle est toujours expliquée par un humain qui contrôle derrière, et pas 100% d'une chaîne d'IA qui se parle entre elles. Ou alors, si on est sur des cas finalement d'IA qui se parlent entre elles, on va être sur des cas d'usage qui sont très généralistes, avec finalement peu d'intelligence, chose dont on n'a pas besoin dans nos entreprises ou vraiment dans le quotidien. Et donc, il y a ce système d'optimisation avancé, ça, c'est utile, on le fait très bien. Reproduire, réfléchir, prendre des décisions, l'IA ne le fait pas réellement, sauf si on séquence avec de l'humain. Ça, il faut quand même replacer un peu l'église au centre du village pour comprendre en quoi ça peut être pertinent dans les entreprises. Mais on a quand même cette sensation finalement que l'IA réfléchit parce qu'elle nous apporte des résultats, c'est vrai, assez spectaculaires, mais surtout, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que finalement, on pensait que certaines tâches étaient intelligentes ou nécessitaient de l'intelligence humaine,
Et finalement, si l'IA le fait, c'est que c'est moins intelligent que ce qu'il n'y paraît. En tout cas, dans une certaine mesure. Il faut encore avoir en tête que l'IA ne sait pas pourquoi elle fait les choses, même si elle le fait très bien dans certains cas. Mais ça, c'est important car elle ne sait pas expliquer le résultat. Ça, c'est fondamental quand même pour s'en servir avec conviction, sans vérifier. Il faut bien comprendre ce qu'on lui demande et pourquoi. Après, c'est un regard un peu, on va dire, pessimiste, mais côté optimiste, on peut quand même, on peut que saluer les avancées réelles en termes d'IA et notamment sur la partie création. Ça, c'est quand même assez fabuleux et ça sert avant tout notamment des entreprises dans la création du digital ou même pour nous au quotidien pour créer plus vite des rapports, etc. Mais la base d'intelligence, de maîtrise de métier ou vraiment d'acquis n'est pas demandée. C'est quand même, il faut bien avoir ça en tête. On peut lui demander de l'aide à la précision, à la décision, mais il faut savoir quand même maîtriser ce qu'on lui demande et beaucoup mieux savoir comment elle nous apporte le résultat. C'est en ça où des IA généralistes sont quand même assez limitantes pour obtenir des résultats concrets et qu'à aujourd'hui, moi, je ne crois pas en un développement non plus massif de ces IA en entreprise ou même dans la vie courante parce que on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a derrière. En revanche, on est, je pense, à l'aube de nouvelles IA multiples, plutôt sur des verticales qui vont nous apporter beaucoup de valeur parce qu'on va pouvoir Bonjour, nous bienvenue. expliquer à travers la maîtrise des données que l'on injecte. Il y a quand même beaucoup d'enjeux pour arriver à ces résultats. Parce qu'il y a quand même quelques limites incontournables à appréhender avant d'entrer dans des cas d'usage. C'est que de base, mais certains peuvent l'expliquer mieux que moi, mais c'est que dans un modèle d'IA, finalement, on veut limiter les erreurs. On n'est pas là pour chercher la vérité, c'est tout un système pour limiter les erreurs ou les biais et les hallucinations. Et donc, ça crée une dépendance aux données, et ça fait que d'un point de vue d'IA généraliste, on ne peut pas s'en servir pour tout et n'importe quoi, parce que même si on arrive à des taux alors qui sont quand même encore assez élevés aujourd'hui, mais on aura toujours cette part de biais, d'hallucination et d'erreur qui sera très pénalisante pour une entreprise. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre de glisser tout simplement des erreurs. Ça repose sur des bases de transformation numérique qui n'ont pas été maîtrisées il y a des années. On a tendance à mettre dans les mains des personnes des outils sans expliquer ce que font réellement ces outils, comment s'en servir et comment continuer à apporter de l'intelligence humaine en remettant en question les apports. Ça, dans les entreprises, c'est un grand manque, il faut se le dire. Et donc, on a souvent des résultats. C'est l'outil qui me l'a sorti, on s'en sert, pourquoi on ne sait pas et on ne le remet pas en cause. L'IA générative est dramatique à ce niveau-là parce que ça apporte des résultats encore plus vite sur un plus grand volume et on a beaucoup aujourd'hui, en fait, alors oui, j'étais pas exactement d'accord avec la statistique de Christophe parce que je pense que c'est bien plus d'employés qui l'utilisent en shadow et c'est normal, il faut blâmer personne d'utiliser l'IA générative, il faut plutôt chercher à encadrer ces usages au plus vite parce que je le constate et je citerai jamais de nom, même en privé, mais je le constate tous les jours. Les personnes ont compris que c'était un grand soulagement, émettent énormément de données, même confidentielles. Puis après tout, on se dit comment retracer jusqu'à moi. A priori, pas possible, sauf peut-être en Chine. Mais donc, ils n'utilisaient pas DeepSeek quand même pour certaines données. Mais des données confidentielles sont massivement intégrées dans les IA. Ça sert les métiers, mais ça laisse place à beaucoup de questions et finalement de dangers. Et donc, il faut quand même chercher à réguler tout ça et limiter. Alors, tout ça pour dire que l'IA quand même si je parlais d'un enjeu stratégique avec une bonne culture générale qui doit être développée pour tout, ça ne reste qu'un outil, ça ne remplace pas un cerveau. Ça reste un outil, mais un outil qui doit être pensé pour les entreprises, chose qui n'est pas encore réellement le cas puisqu'on est vraiment à l'aube des cas d'usage dédiés aux entreprises. Et donc, avant de parler encore plus en détail peut-être de l'IA,
l'IA a certains besoins pour se développer. Comme on parle de ces cas d'usage qui sont en attente dans les entreprises, d'IA verticale, elles ont besoin quand même de certaines choses, et notamment d'une architecture, et je vais me tourner à nouveau vers Brieux, qui comprend bien ces enjeux de multicompétences à intégrer, sur les besoins en IA finalement, comment on peut faire pour l'intégrer, pour qu'elle soit solide. Merci beaucoup, Pauline. Je rebondis là-dessus et aussi sur le fait que si vous utilisez de l'IA générative pour une preuve de concept, un truc à la maison, comme on dit, il n'y a pas de mal, mais en effet, un coup de données entreprise, n'oubliez pas, il y a des lois. Donc du coup, ne mettez pas d'informations, de bout de code de votre entreprise, des informations de votre entreprise dans des solutions qui ne sont pas adaptées à votre cadre juridique. C'est important. Donc du coup, outre le cadre juridique, en effet, il y a quelque chose de très important dans l'IA, c'est ce qu'on appelle l'architecture de votre IA. En fait, lorsqu'on parle d'IA, on voit souvent en effet cette IA générative où on appelle ce qu'on fait du prompt engineering, donc on rentre des formules, donc c'est des paroles, un texte formaté à ChatGPT ou à Copilot si vous utilisez Copilot et ça vous sort un résultat. Ça, ce n'est en fait qu'une petite bribe de ce qu'est l'IA en fait. L'IA, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on veut faire avec l'IA. C'est la première étape, et là je vais parler en tant qu'ingénieur, de comment on design et le résultat de l'IA, déjà par rapport à ce que l'entreprise veut, mais aussi ce qu'on peut faire d'un point de vue technique. Donc du coup, il va falloir regarder dans votre IA, la première base, c'est vos données. Reste qu'aujourd'hui, sans données, vous n'allez pas faire d'IA. Voilà. Vous allez pouvoir, au pire des cas, si vous n'avez aucunement de données, faire de l'IA générative avec un chat GPT que vous pouvez connecter votre chat GPT avec votre infrastructure pour que vous ayez un beau chatbot qui fonctionne un peu mieux que quelque chose que vous feriez vous-même à la main. Bon, soit, mais vous n'allez pas aller très loin. Je me permets juste de rebondir sur ce point, je te donne vraiment quelques secondes. On parle de 80% de taux d'échec de POC, de non mise à l'échelle des POC en entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas leur base de connaissances structurée. Il faut l'avouer, ça n'a jamais été fait. Les connaissances sont dans la tête des employés, très rarement en termes de processus et encore moins d'organisation de données. Et donc là, on se retrouve dans une situation d'urgence de tout consolider, structurer pour essayer d'implémenter l'IA. Alors, dans ce que tu viens de dire, en fait, c'est l'essentiel, ce que je crois, c'est comment l'entreprise est data-driven. Comment elle appréhende la donnée. Et on se rend compte, alors on avait ici même une conférence là-dessus autour du Metavesh, c'est-à-dire la réalité. Alors, tu as ajouté aussi quelque chose, tu as dit, les infos, elles sont dans la tête des collaborateurs. Alors ça, c'est un problème de capital immatériel, parce que quand on sait maintenant que depuis les années 70, on a un jeu d'inversion entre le capital, moi j'étais chez Price ou tu étais chez Ernst Young, on est des comptables, donc en fait la comptabilité elle appréhende mal le capital immatériel, étant entendu que le capital immatériel essentiel c'est le capital système d'information. Et c'est cette richesse potentielle. Donc tu es en train de confirmer que au fond, pour pouvoir aller mouliner de la donnée, là on parle des données internes à l'entreprise, matiner des autres quand même, parce que tu as parlé. Ben en fait, parce que l'avenir, moi j'ai rencontré des gens, par exemple, évidemment des groupes, L'Oréal ou chez Dassault, qui créent également des systèmes, pas pour eux, mais pour qui les vendent. Et c'est tout le problème de l'enrichissement grâce à leur méthodologie. C'est-à-dire, lui, il y a un des dirigeants qui va venir ici de Dassault Systèmes qui dit en priorité, on croit plus à l'IA interne. C'est le débat. Mais je ne veux pas couper l'élan. On reposera une question après en disant l'IA interne, oui, mais elle est quand même par définition plus limitative. On se perd, on perd toutes les données qui sont tout ailleurs. Et notamment, on en parlera après, notamment dans l'open source. Mais enfin, je ne veux pas casser l'élan. C'est pour ça, c'est l'enjeu, juste avant de redonner la parole à Brieux, c'est qu'on a une besoin d'organiser ces données et aussi finalement de formaliser cette intelligence collective qui fonctionne en entreprise. Ouais. Nabou. Oui. Oui.
Elle n'existe pas. Pour la plupart, elle n'existe pas. C'est l'aveu en discutant avec des grands groupes. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on constate aujourd'hui que certains grands groupes ont implémenté assez facilement l'IA générative, mais plutôt dans l'entreprise du luxe, de vidéo, de marketing, parce qu'on est sur des cas d'usage purement de création et non pas d'intelligence collective interne. Je dis pas que ces cas d'usage ne sont pas intelligents, mais c'est de la création de publicité, par exemple, ou autre. Voilà, je faisais juste l'aparté Non, mais sur c'est les très très bien. Mais moi, ça me fait plaisir parce que comme je parle de relation entre l'IE et l'IA Oui. et d'intelligence collective, au fond, donc ça veut dire que tout à l'heure, j'ai effleuré, parce qu'on est en train de travailler dessus, sur quelle est la stratégie à donner. Parce que pour le moment, on est en situation d'utilisateur. Bon, ceci étant, quand individuellement on consulte des chats GPT ou le chat marseillais, bah, automatiquement, Mistral, ben, en fait, automatiquement, on est déjà assez satisfait. On peut déjà être satisfait. Mais donc, en fait, on comprend bien que c'est tout un problème de stratégie, d'organisation, nous qui ont fait de l'audit, d'organisation interne de l'entreprise. C'est bien ça. Alors, je redonne la parole à Brieux. Exactement. Et donc, en fait, la base, c'est comme tout être humain, on va dire que la donnée, c'est un peu la nourriture de l'IA. Ouais. Faut pas l'oublier, c'est ce qui l'alimente. Et donc, du coup, si vous savez pas comment vous devez alimenter votre humain IA, et ben, du coup, vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose. Donc, la première étape pour toute entreprise, c'est en effet comprendre quelles données j'ai et qu'est-ce que je veux faire de mon IA. Dès que vous avez qu'est-ce que je veux faire de mon IA, vous récupérez les données qui vous concernent pour alimenter cette IA. Mais souvent, et dans nombreux cas, et on l'oublie souvent, la plupart des cas des entreprises, en fait, ce sont des cas spécifiques à l'entreprise. Et donc, les données qui sont spécifiques à l'entreprise, si l'entreprise n'a jamais généré ou collecté ces données-là, elles n'existent pas. Et donc, du coup, il va falloir mettre en place des architectures pour collecter ces données, les rassembler ensemble et les mettre de manière cohérente, de manière structurée. Donc ça va être votre première étape. Il se peut même que dans certains cas, des entreprises qui travaillent par exemple dans des capteurs de données, plutôt dans le physique, une des premières étapes de leur architecture IA va être en fait d'être capable de collecter les données de leurs capteurs sur différents terrains. Par exemple, imaginons que vous voulez faire un capteur médical, un bracelet spécifique pour, on va dire, la pression artérielle. Eh bien, si ce bracelet spécifique est fait par votre entreprise, les données que vous allez avoir de ce bracelet-là sont propres à votre entreprise. Et donc, du coup, il va faire une collecte de données. Ça a l'air d'être bête et méchant, mais c'est une première étape de l'architecture de l'IA. En fait, ça va être votre collecte de données, l'organisation et la structuration de vos données. Ensuite, dès que vous avez votre structuration de votre donnée, vous allez passer à la deuxième étape, faire l'analyse de données. Là, vous prenez vos échantillons, vous regardez ces populations, vous les étudiez, vous dites, ah bah ça c'était des bonnes données, ça c'était pas des bonnes données, il faut refaire des collectes parce que j'ai pas assez de données, etc., etc. Il y a tout un ensemble d'outils qu'on appelle l'analyse de données. Et ensuite, on a l'apprentissage des données. On teste différents algorithmes d'apprentissage. On regarde leur comportement. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui me donne la bonne entrée ou pas? Et ensuite, on a une dernière étape, la visualisation, la restitution à l'utilisateur ou à vos logiciels internes selon, en effet, l'application que vous vouliez faire. Et donc, comme vous voyez, il y a différentes couches pour mettre en place votre architecture IA. Eh bien, tout ça, ce sont en fait plein de compétences différentes qui sont à, en fait, comprendre en tant qu'entreprise, qui sont la collecte de données sur le terrain, la labellisation, la data engineering, donc l'ingénierie des données, l'ingénierie cloud, si vous utilisez du cloud ou des serveurs locaux. Si vous êtes une très grande entreprise, vous aurez besoin sûrement d'avoir des serveurs à vous, peut-être des data centers plus importants. Et là, lorsque vous commencez à avoir des data centers plus importants, vous avez de l'ingénierie mécanique, électricité qui se met en place. Et tout ça crée en fait un système de multi-compétences qui va faire partie de votre architecture IA. Et donc, le plus dur, c'est de savoir par où on veut commencer. Lorsqu'on fait toute cette architecture, eh bien, je dirais que toutes ces compétences, c'est important de se réunir avec toutes ces compétences. Alors, si vous êtes un chef d'entreprise, par exemple, ou une personne qui décide au sein d'une équipe d'ingénierie, s'il vous manque certaines compétences, vous allez avoir des trous dans la raquette. Donc, il faut récupérer l'ensemble de ces compétences-là ensemble, faire des points pour être sûr que toutes les connexions au sein de votre architecture IA soient cohérentes et prêtes à être déployées ou non. Parce que souvent, dans la plupart des cas,
faut pas se lancer à faire un projet IA parce que c'est sympa, parce que ça va faire du marketing. Vous risquez d'avoir plus de problèmes parce que l'IA, c'est très gourmand en ressources. Ça va vous prendre beaucoup de ressources et dès que vous allez commencer à le déployer, vous allez dépenser énormément d'argent pour le faire. Et faut pas oublier, l'IA, c'est pas quelque chose qu'on fait avec un petit chèque de 5 000 ou 10 000 euros. Et c'est beaucoup de ressources à mettre en place. Et donc, il faut bien l'organiser en amont et bien l'interpréter en amont. Donc ça, c'est par où commencer. Ça va être une discussion en amont avec l'ensemble des compétences qui vont peut-être un jour se dématérialiser, mais aujourd'hui, ça reste encore des humains qui le font. Voilà, c'est des compétences humaines qu'il faut organiser. Certes, ces personnes humaines peuvent avoir la chance d'interagir avec un assistant IA. Je préfère l'appeler comme ça a l'air d'être peut-être méchant. Un chat GPT un peu plus intelligent ou un AI agent spécialisé en data engineering ou en cloud engineering ou en machine learning ou en visualisation des données et visualisation pour vos utilisateurs. Il y a des entreprises qui travaillent en fait sur la réalisation de ce type d'agents, mais ces agents-là ne vont pas faire tout seul. En fait, ce ne sont que des assistants. Ils ont beaucoup d'hallucinations, beaucoup de biais, et donc du coup, il reste des éléments humains à mettre ensemble. Du coup, il y a une restructuration aujourd'hui avec l'architecture IA des compétences, mais aussi de l'humain au sein de vos processus, qu'il soit une équipe d'ingénieurs ou une entreprise ou une startup ou peu importe. Merci beaucoup. Tu reprends. On entend que l'architecture, c'est un point clé qui peut paraître complexe quand même, il faut se le dire, donc ça peut faire peur, mais le message, c'est pas de se dire que ça doit être réservé à des grands groupes qui peuvent avoir tous ces corps de métier, pardon, pour implémenter cette architecture. C'est juste qu'en fonction de la taille d'entreprise et finalement des volontés, de cas d'usage à implémenter, il faut juste avoir en tête une notion d'architecture, mais on va s'orienter vers des outils qui nativement aussi vont permettre de diminuer ce besoin, on va dire, de personnes pour développer cette architecture. Peut-être avant de passer justement à l'impact stratégique pour les entreprises qui veulent mettre en place, comment investir intelligemment, c'est intéressant de commencer cette partie avec Sébastien qui va nous apporter son regard sur la vision produit. Pourquoi? Parce que c'est une notion moi, que j'essaie d'inculquer chez mes clients, peu importe la taille, vraiment au jour le jour. Une notion produit manque énormément, c'est plutôt un aspect qu'on retrouve en start-up, avec une logique de roadmap, d'évolution continue, de maintenance, de récolte des besoins permanents. Et on retrouve très peu cette notion en entreprise. Pourquoi? Parce que l'habitude est plutôt d'implémenter des outils à un instant T, et ensuite, une fois que l'outil est déployé, on l'oublie pendant 10 ans. On ne peut plus oublier les outils pendant 10 ans, on doit les faire évoluer tous les 2 ans au maximum. Donc, je te passe la parole. Merci. Alors, moi, j'ai cofondé il y a maintenant quasiment 10 ans l'Atelier. On est une société qui est spécialisée dans le développement informatique. On est passionné par ça et on accompagne les clients du coup dans leur stratégie digitale et notamment dans la réalisation de leurs produits. Et c'est vrai que depuis maintenant quelques années, on en accompagne beaucoup sur la réalisation de produits basés sur l'intelligence artificielle. C'est un boom qu'on a depuis maintenant 3-4 ans, mais je vais quand même rappeler ce qu'on disait au début, c'est que c'est une révolution, mais c'est pas une révolution qui date d'aujourd'hui. Ça fait maintenant des décennies qu'on parle d'intelligence artificielle. J'ai, personnellement, moi, ma mère, elle a fait en 1985 sa thèse sur l'intelligence artificielle. Le nom, c'était Génération de textes en français à partir d'informations extraites d'un réseau sémantique. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui existait il y a bien des dizaines d'années, bien avant ChatGPT ou autre. Et j'ai regardé du coup son maître de thèse qui s'appelait Jacques Pitra et sa page Wikipédia est très bien documentée et ça nous donne de super informations sur d'où vient l'IA et notamment tout ce qu'on fait d'ailleurs en France autour de l'IA depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années. Sébastien, elle est contemporaine de Yann Lequin finalement. Mais voilà, c'est quelque chose quand même qui date depuis hyper longtemps. Donc on est tombé sur un fils d'eux. non, mais c'est marrant parce que du coup, je lui en ai parlé hier. Elle me dit, mais tu sais que moi, j'ai fait une thèse et tout ça. Donc, elle m'en avait parlé il y a longtemps. Mais elle m'a rappelé ça. Et en fait, c'est quelque chose qui date depuis maintenant un petit bout de temps. Et c'est vrai que les entreprises, avec cet effet un peu de mode, on dit, bon, faut que je m'y mette. Il y a quelque chose à faire autour de l'intelligence artificielle. La première étape, tu l'as très bien dit, c'est les données. Il y a des acteurs qu'on n'ont pas du tout. Donc, bon, bah ça,
La première étape pour eux, c'est de mettre en place les process pour les récolter, pour avoir au moins des données qui sont bonnes. Les entreprises qui en ont, mais qui sont pas forcément bonnes, et là-dessus, faut faire très attention et faut commencer à faire le tri sur quelles sont les données qui sont viables et quelles sont les données qui sont pas viables. Aujourd'hui, il y a énormément de données et il y a beaucoup de ce qu'on appelle de désinformation en termes d'images, en termes de texte, en termes de vidéos. Il faut absolument pas que quand on va commencer à développer un nouveau produit ou un nouveau projet informatique basé sur de l'IA, on prenne ces données-là en compte. Donc il y a il y a les acteurs aujourd'hui, notamment les GAFAM, qui sont en train de mettre en place des systèmes de signature électronique, des protocoles pour savoir si une donnée, un contenu, aujourd'hui, il est fiable ou non, ou en tout cas savoir sa provenance, savoir si ce contenu, donc cette image, cette vidéo, qui en est l'auteur, est-ce qu'elle a été modifiée, mais surtout est-ce qu'elle a été altérée déjà ou non par de l'IA. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Et puis après, il y a des acteurs, je rebondis sur ce que disait Pauline, qui ont de la data, qui sont bien, de la bonne data, notamment tout ce qui va être lié au juridique. Tout a été écrit depuis maintenant des années, donc on peut se baser là-dessus. Il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent aujourd'hui autour de l'IA au niveau du juridique. Donc oui, on accompagne pas mal de projets là-dessus. Très souvent, les produits qu'on nous demande, il n'y a pas d'IA ou il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, simplement, les entreprises en France, elles ont souvent besoin d'automatisation. Et l'automatisation, c'est souvent uniquement des maths et des algorithmes. Ça leur fait déjà gagner beaucoup de temps, simplifie beaucoup de travail, ça leur permet d'être plus performants. Mais aujourd'hui, on ne s'en sent pas encore à mettre en place de l'IA. Ouais. Alors, Mistral, c'est super intéressant. Aujourd'hui, on a un super acteur français avec Mistral, qui est du coup vraiment basé sur de l'open source, puisqu'on peut dire, j'implémente ce sujet-là dans mon entreprise, sur mon produit avec de la data, de la donnée qui m'appartient et que je connais, et qui reste chez moi. Là où, à l'inverse, on va avoir OpenAI, où on va donner de la donnée, on va l'alimenter, mais on sait pas, ça va sur leur serveur et on sait pas exactement, ils sont pas transparents sur ce qu'ils en font et comment derrière ça va fonctionner. En France, on a la chance d'avoir cet acteur-là et de pouvoir maîtriser et d'avoir une transparence là-dessus. Et ça, c'est important. Et demain, on peut avoir un super acteur européen là-dessus si on y met les moyens. En fait, il ne s'agit pas non plus d'opposer les solutions françaises, européennes, aux États-Unis et autres, mais il s'agit de bien comprendre aussi où est-ce qu'on veut se situer et comprendre que ces entreprises, enfin ces nouvelles solutions technologiques, pour évoluer, elles ont besoin de nous en tant qu'entreprise ou nous en tant que particuliers, et donc nos choix vont faire qu'ils vont réussir ou non à atteindre leurs objectifs. Donc, si on adhère à cette vision aussi d'une certaine IA souveraine sur certains aspects pour avoir des IA plus entraînées qui nous correspondent culturellement pour nos entreprises. Ne serait-ce que si on prend le cas de la finance, on n'a pas la même vision du cash, de la gestion du cash aux États-Unis qu'en France. Donc, si on veut une IA qui nous aide en tant qu'assistant, il faut bien l'entraîner en fonction de nos objectifs. Donc, si c'est vraiment une attente qu'on a, il faut dans ce cas-là donner aussi tous les pouvoirs, entre guillemets, aux solutions qui veulent nous aider et co-construire ensemble. C'est là où, en fait, on peut plus être passif. Enfin, j'estime qu'on peut plus être passif et attendre que les solutions nous tombent du ciel et qu'elles cadrent à peu près à ce qu'on veut. C'est en ça où on est vraiment on doit être des acteurs au sens strict du terme, acteurs très impliqués sur nos résultats futurs. Et donc, c'est pour ça cette démarche produit, et c'est pour ça que j'ai invité Sébastien, elle est très importante, puisqu'il faut bien comprendre qu'on est dans une évolution permanente pour arriver à nos objectifs individuels, mais qui se construisent en commun. Et donc, sur ces impacts qui sont vraiment stratégiques pour les entreprises, il faut éviter certains écueils, et notamment des écueils qu'on retrouve trop souvent dans la transformation numérique globale, notamment de vouloir suivre finalement des chemins classiques et assez simples. C'est-à-dire, on va implémenter une nouvelle technologie, ça va passer d'abord par finalement une cellule innovation pour voir les choses autrement.
Et donc, on va investir dans des POC qui, comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, ne vont pas passer à l'échelle. Pourquoi? Une des raisons, je pense, en tout cas que je constate assez souvent sur le terrain, c'est qu'on cherche à faire trop grand, trop vite. Et on cherche à mélanger plusieurs objectifs. L'IA ou la tech en général, elle doit être alignée sur des objectifs. Mais on ne peut pas mélanger des objectifs de croissance à des objectifs aussi d'amélioration simplement des conditions des employés ou de processus. On ne peut pas tout faire en même temps. Un point aussi quand même qu'il faut quand même souligner, c'est que trop souvent, du moins en France, mais pour certaines raisons aussi qui peuvent donner lieu à d'autres débats, on a tendance à voir la tech comme un moyen de minimiser les coûts, du moins optimiser les coûts. Toute solution technologique coûte cher quand même, même s'il y a différents abonnements en SaaS, etc., mais qui tendent malheureusement aussi à disparaître, la tech coûte cher. Donc, si on n'a pas un objectif de croissance, si on n'est pas audacieux dans nos plans, il y a fort à parier qu'on va continuer à faire échouer l'époque. Si on a un simple objectif d'optimisation des coûts qui peut être très bien entendu et qui est nécessaire aux entreprises, il faut se tourner vers des solutions vraiment adaptées, ne pas chercher à implémenter la nouvelle technologie, notamment l'IA générative, pour simplement de l'automatisation. Ça ne sert pas à grand-chose. Beaucoup tentent des analyses financières pour faire 2+2 via un chat GPT, ça ne sert à rien. C'est pas le raisonnement de l'IA probabiliste qui va nous aider sur ces analyses financières. Donc, ça reste quand même un premier écueil de définir les stratégies et de ne pas répéter les erreurs de passé de transformation numérique. Ensuite, il faut bien comprendre que pour aligner la tech à nos stratégies, on doit vraiment définir ce qu'est notre stratégie d'entreprise et surtout connaître la réalité du terrain. Et c'est là où encore on a quelques difficultés, c'est-à-dire c'est très difficile aujourd'hui pour les entreprises de savoir ce qui se passe réellement au sein de chaque département d'entreprise et de comprendre finalement la réalité terrain. Je donne un exemple que j'ai vécu il y a 2 semaines. J'aide une très belle TPE en forte croissance à implémenter l'IA. Finalement, on fait de l'automatisation. On part sur une entreprise qui n'a absolument rien en termes d'outils, en termes de processus formalisés, en termes de données. On est sur un socle vierge. À la fois, c'est bien parce qu'on a tout à construire et en même temps, c'est difficile parce qu'on peut se rattacher à rien du tout. Le processus prend 3 mois et il est pourtant simple, mais 3 mois, en fait, à être déployé. Non pas qu'il y a un travail technologique immense derrière, mais parce qu'il faut accompagner chaque employé au changement et à l'intégration du processus. Et ça nécessite, en fait, de bien comprendre finalement qu'est-ce que je fais au quotidien, qu'est-ce que je ferai demain. Et toute une partie de mon travail aussi, c'est d'aligner les visions. Et on se rend compte qu'entre le dirigeant et l'employé, ils n'ont pas la même perception du terrain. Ça a donné lieu sur une règle métier très simple à 1 semaine de discussion de cadrage. Donc c'est là où on se rend compte que si on ne descend pas en profondeur sur le terrain à comprendre pourquoi on fait les choses et quels sont nos objectifs, on pourra mettre en place n'importe quel outil, même une solution d'IA générative dernier cri avec toute l'équipe derrière si on peut, on n'aura pas de résultat positif derrière. Ça, c'est pas possible. Ensuite, on peut se dire quand même que si on veut implémenter positivement, et on se dit on ne sort pas on ne reproduit pas les erreurs du passé, on cherche pas non plus à innover grandement en termes de processus, il faut simplement y aller pas à pas. Pas à pas, c'est comprendre, comme je le disais, quels sont nos objectifs et avoir une volonté quand même, moi je le dis assez souvent, de croissance. Pourquoi? Parce qu'on va définir un besoin concret. À partir de là, on va définir comment ce besoin peut être articulé. Et c'est ensuite où on va commencer à parler technologie et prendre en compte la réalité du terrain. Il y a encore trop d'entreprises qui veulent implémenter les solutions dont tout le monde parle alors qu'elles n'ont pas les moyens de maintenir. C'est en ça où la vision produit par l'évolutivité est importante. Il faut aussi faire des choix éclairés sur les solutions qu'on choisit en matière de risque, de business model. Alors, on est assez frileux, c'est vrai, en France, à faire appel à des startups parce que le business model, bon, de base, ça reste une start-up, il est assez fragile et on sait qu'on manque de financement. Donc, on ne va pas non plus, en fait, sur des besoins très stratégiques pour l'entreprise, mettre des solutions un peu trop innovantes trop vite.
C'est là où il faut bien comprendre, en fait, finalement, on en revient à la règle qu'on connaît tous des 20-80. Quels sont mes 80% de processus solides qui servent à mon cœur de métier, sur lequel j'implémente des solutions que je peux maîtriser de A à Z, que je peux faire évoluer, et quels sont les 20% d'exploratoires que je peux me laisser. Et donc, ça reste quand même, j'ai conscience que c'est assez difficile d'à la fois se dire que c'est un levier d'optimisation et en même temps une partie de risque à intégrer pour évoluer. Si je partage des cas concrets, on attend beaucoup, notamment dans le domaine de la finance, on parle beaucoup de prédiction pour faciliter les analyses de chiffre d'affaires, de cash et autres. Je passe la partie automatisation de reporting qui est assez classique. Sur ces parties de prédiction, il faut savoir que peu d'entreprises y arrivent, même dans les grands groupes, ce n'est pas possible. On cherche surtout, en fait, à segmenter ce qu'on appelle une baseline, un chiffre d'affaires, on va dire un revenu récurrent, et tous les à côté, les exceptions, eh ben, on va les suivre au fur et à mesure et on va tenter d'identifier des modèles. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir une approche trop rapide de vouloir tout inclure. Et très souvent, on cherche un outil qui va répondre à tous les besoins. Ça n'existe pas. Ou alors, on se concentre, on va avoir des résultats médiocres sur toute la ligne. C'est en ça où il faut raisonner architecture, vision, produit. Quel besoin, quel outil, et on orchestre tout ça pour avoir un résultat escompté. Mais c'est un chantier sur lequel, à tous les niveaux de l'entreprise, il faut être impliqué. Au-delà d'une culture générale, il faut être engagé aussi. Et donc, c'est implémenter un outil d'IA, c'est pas juste une question de cellule d'innovation qui va faire un questionnaire auprès des employés, c'est pas juste la DSI, c'est toute l'entreprise qui doit être embarquée. On entre dans des enjeux aussi humains, de société. Ce qu'on constate généralement, c'est que souvent la direction est très emballée pour implémenter de nouveaux outils. Les employés qui sont au cœur même des processus en production aussi, eux, sont très demandeurs et ont une volonté au changement qui est assez remarquable. Ils ne sont pas réfractaires. Mais il y a une couche du milieu qui plutôt a tendance, elle, à être réfractaire. Pourquoi? Parce que ce changement change toutes les valeurs et tous leurs apports. On a beaucoup d'attentes sur ces couches du milieu sans forcément les accompagner dans ce changement. Et donc, c'est là où ça va être très difficile pour les entreprises de mettre en place ces nouvelles solutions et on a des taux d'échec. Alors, je ne vise pas des personnes en particulier, c'est tout un ensemble, mais il faut comprendre que c'est pas juste optimiser un processus, mettre en place un outil, c'est accompagner le changement humain et on en retombe sur le capital immatériel, également. Donc, on va dire, c'est une bataille technologique, idéologique, sociétale à tous les niveaux. Il faut être engagé. Et donc, je parlais des choix technologiques aussi à faire, les choix pour sa propre entreprise, mais participer au changement. Et c'est là où l'open source aussi a un grand rôle à jouer. Alors, moi, j'aime assez l'open source et il y a un argument souvent d'entrée dans les entreprises qui est assez simple, c'est en termes de coût, puisque souvent on arrive ce sont des solutions qui sont à bas coût, du moins au tout début, mais il y a une co-construction. Et je laisse Sébastien nous parler un peu plus de l'open source, des apports. Dans l'IA, pour l'instant, il y a deux grosses catégories. Donc, il y a les IA entre guillemets propriétaires qui verrouillent l'accès, qui manquent de transparence. Donc là, on va retrouver OpenAI, Google, Microsoft, Amazon. Et d'un autre côté, des intelligences artificielles qui se disent plus transparentes, plus ouvertes, comme par exemple Mistral. Dans le premier cas où on passe par des IA, où on se base sur des IA qui sont propriétaires, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, on n'a pas accès à tout, on n'a pas accès au code, on n'a pas accès à comment ça fonctionne véritablement derrière, ni savoir vraiment où vont mes données. Mais le pire dans tout ça, c'est si je commence à travailler avec ces IA propriétaires-là, si demain elles choisissent d'augmenter ses prix, on est obligé de suivre. Et d'autant plus important si on est un gouvernement ou une entreprise avec des choses assez sensibles. On est complètement pieds et mains liés à ces sociétés-là. Là où l'open source, va jouer transparence, c'est-à-dire que quand on parle d'open source,
je vais pouvoir accéder au code. Tout le monde, vous, moi, on peut lire le code. Vous et moi, on peut demander des améliorations sur le code. C'est quand même fantastique. Euh, Ça permet tous ensemble, par itération, de faire évoluer, progresser une technologie, et là, en l'occurrence, l'intelligence artificielle. Après, ça veut pas dire rien n'est jamais gratuit. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous allez avoir besoin de serveurs, vous avez besoin d'ingénieurs aussi pour travailler dessus. Il faut des ingénieurs qui sont compétents pour pouvoir développer, améliorer le modèle, les faire travailler. Donc, ça demande aussi un investissement. C'est pour ça que moi, par exemple, je recommande à mes clients qui sont plutôt euh, start-up ou petites entreprises de passer sur du propriétaire. Pourquoi? Parce que c'est souvent moins cher au début, plus simple. On n'a pas forcément besoin d'une équipe d'ingénieurs à grande échelle, etc. Et surtout, ça permet de développer un premier prototype, un premier POC, et de savoir si mon idée de business va fonctionner. Et comme ça permet voilà, tout de suite de se dire, bon, est-ce que je peux aller plus loin ou est-ce que finalement mon idée de produit, c'est trop tôt, c'est trop tard, sans avoir engagé encore trop de frais, trop de ressources, trop de temps. En revanche, ce qu'on recommande à nos clients qui sont plutôt des grands groupes, c'est effectivement d'investir dans l'open source, c'est-à-dire d'investir dans des ingénieurs qui puissent comprendre le code, la technique, pour prendre quelque chose qui est déjà open source, l'intégrer dans son entreprise et derrière y faire ses propres personnalisations pour avoir quelque chose qui soit sur mesure pour eux et qui puisse surtout avoir un contrôle total de leurs données, de comment ça fonctionne et de l'améliorer, tout en pouvant communiquer leurs avancées aussi aux autres, enfin à la communauté open source et en pouvant les faire grandir. Je rebondis juste parce que je pense que ça dépend vraiment alors c'est vrai du type d'entreprise, mais du type de cas d'usage aussi. Parce que pour des TPE, PME, voire même des ETI, je recommande beaucoup de solutions open source qui, pour le coup, n'ont pas ce besoin non plus de maintenance et d'équipes internes d'ingénieurs pour comprendre le code. C'est, Ça dépend vraiment, je pense, des cas d'usage. Là, toi, tu es sur une vision plus produit. Oui, on va aller vite. Voilà où on va aller vite. Sur des cas d'automatisation, on a des outils open source qui sont clés en main, qui ne nécessitent pas en fait de maintien quotidien de la part des équipes internes et qui ont l'avantage aussi d'avoir un panel de cas d'usage possibles à déployer grâce justement à toutes les nœuds et l'architecture qui sont très intéressantes pour des entreprises qui ne peuvent pas s'équiper non plus d'une suite d'outils assez développés. Donc, c'est juste qu'on n'est pas habitué à penser open source parce que dans tous les schémas qu'on connaît, on en voit beaucoup sur LinkedIn et autres présentations, on a toujours une liste d'outils en fonction des cas d'usage ou des domaines, mais ce sont des outils propriétaires parce que souvent, ces publications sont faites par des fonds ou des banques qui financent eux-mêmes ces outils. Le financement de l'open source est autre et moins mis en avant, il faut plus aller chercher l'information. Et donc, c'est un biais finalement qu'on a aussi de par la communication qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Il faut pas opposer les deux, c'est juste qu'il faut prendre l'habitude, je dirais, de penser aux deux et de faire des choix une fois qu'on a vu le champ des possibles. Ouais, dans la tech, c'est quelque chose qui est, en tout cas dans le milieu du développement, c'est beaucoup plus commun l'open source. Enfin, je me trompe aux États-Unis, mais en France, on a beaucoup de communautés sur les technologies, par exemple front-end comme React, Angular ou Vue, où les développeurs qui développent la journée dans le cadre de leur travail vont continuer le soir, le week-end, à travailler sur la techno, tester de nouvelles choses, proposer des améliorations pour que derrière le framework, le langage soit encore plus performant, puisse faire encore plus de choses et que derrière des entreprises puissent l'utiliser et développer des produits. L'open source, il faut comprendre que l'open source aussi est une des raisons de l'émergence de l'IA aujourd'hui. Complètement. Pendant ma thèse que j'ai fait entre 2016 et 2019, quand j'ai commencé à regarder le deep learning, j'ai découvert le deep learning grâce à une librairie, donc une bibliothèque fournie par Google qui s'appelle TensorFlow. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire ma thèse. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont pu faire de l'IA, dont ChatGPT aujourd'hui, qui a été en fait
nourri grâce à ces librairies open source. Donc c'est aussi une question stratégique entre à quel moment en effet on peut se mettre plus sur de l'open source selon en effet les ressources. Et si on n'a pas assez de ressources, peut-être utiliser du propriétaire. Faut pas oublier que quand on utilise du propriétaire, on paye. Quand vous faites qu'on appelle une requête, donc quand j'envoie mon prompt, mes messages à mon chat GPT, on paye tout ça et on paye au mot. Donc du coup, quand on a une mise à l'échelle, l'open source est bien plus intéressant d'un point de vue financier que des fois du propriétaire. Donc du coup, c'est un grand jeu, mais je te laisse continuer là-dessus. C'est pas ça. Non, c'est ça. Donc ça se fait beaucoup dans le langage informatique d'avoir des personnes qui contribuent dans leur langage où ils sont passionnés, même dans le cloud aujourd'hui, même Microsoft avec leur solution Azure, finalement c'est open source parce que c'est des gens comme vous et moi qui le soir et le week-end vont essayer de trouver les limites et de les repousser pour améliorer les services d'Azure de Microsoft. Donc c'est quelque chose qui va inévitablement arriver dans l'IA et c'est top parce que de plus en plus d'ingénieurs s'intéressent à ça et mettent les mains dedans. Donc, ça va nous permettre deux choses. La première, c'est la transparence, d'avoir beaucoup de personnes qui vont s'intéresser à ça et regarder ce qui se fait. Ça va permettre de limiter les abus. Et puis surtout, ça va nous permettre d'aller encore plus vite dans la création de produits autour de l'IA et de pousser la chose. Et aujourd'hui, en France, on a beaucoup d'ingénieurs qui s'intéressent à ça et qui produisent autour de ça et qui poussent ces solutions-là. Tu es assez modeste, mais régulièrement à l'atelier, tu organises des soirées pour justement Ouais, en fait, favoriser l'open source. Tu invites des solutions et prochainement MongoDB, c'est ça? Ouais, typiquement MongoDB qui est une base de données. Donc, il y a une communauté à Paris de personnes qui sont passionnées par MongoDB. Donc, on les accueille le mois prochain, début avril. Et justement, une des thématiques, je crois que c'est MongoDB, bien plus qu'une base de données pour l'intelligence artificielle générative. Voilà, pour vraiment essayer de pousser plus loin le sujet. Voilà, je sais plus ce que je voulais ajouter. Question. Quelle est la différence vous faites entre un logiciel et l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut reprendre la question parce qu'on n'entend pas Ouais, bien ouais. le micro? Alors, Donc, allez-y, votre question, monsieur, mais donc- exprimez-vous. Hein. Quelle est la différence entre un logiciel et l'intelligence artificielle? Donc, quelle est la différence entre un logiciel et une intelligence artificielle? Bastien, tu veux le prendre ou tu veux... Un logiciel, ça va être une suite de lignes de code qui va permettre derrière de résoudre. Puisque vous parliez de l'open source, il y a du code à l'intérieur. Bien sûr. Alors on peut développer un logiciel basé sur des librairies basées sur un Une IA est un logiciel aussi. Ce sont des lignes de code qui sont en fait. Il n'y a aucune différence fondamentale en fait. Voilà. Précision sur la terminologie. Ouais, exactement. Voilà, c'est souvent les gens confondent les deux en disant que c'est deux choses séparées, mais parce qu'on. Par rapport à ce qu'on a dit. C'est ce que je dis, c'est ce que je disais à un moment, c'est que Dites-moi, vous pouvez pas faire un logiciel que vous faites, le logiciel qui va vous répondre par rapport à un cahier des charges, qui dit bon voilà, moi je peux vous faire ça. Alors que l'IA, Vous avez bien sûr c'est la même chose, on définit les objectifs. non, c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'on dit là. C'est à l'époque, il y a une dizaine d'années, 20 ans, 30 ans, la grosse limite qu'on avait, c'était les ressources, typiquement la mémoire. Aujourd'hui, c'est open bar. On peut consommer autant qu'on veut. Il y a beaucoup de finances, notamment aux États-Unis, où On a Voilà. juste la limite des ressources écologiques. voilà, et qui va arriver vite d'ailleurs, hein, parce que aujourd'hui, ça consomme énormément en énergie. Great baby. Il sait. Concerne le titre de. J'ai une question qui concerne le titre de la conférence, Bluff ou révolution totale. C'est que moi j'ai constaté, à l'usage de l'intelligence artificielle, vraiment qu'il y a des IA qui sont capables de mentir volontairement, et d'autres qui sont capables de tricher. Et donc par rapport à la question du bluff ou de la révolution totale, le fait de l'intégrité d'une intelligence artificielle, c'est vraiment une question cruciale, parce que lorsque vous avez une intelligence artificielle qui vous ment délibérément sur une question de sécurité qui est liée à votre entreprise, là, le danger, il est énorme. Alors, il n'y a rien de volontaire, il ne faut pas personnifier l'IA non plus. L'IA en tant que telle, mise à disposition, elle ne doit pas être personnifiée, il n'y a rien de volontaire. Elle a juste été entraînée pour certains objectifs avec des données et
des consignes de manière de répondre. Après, il y a les biais, les hallucinations sont aussi inhérentes et le défaut, je dirais, des IA, enfin, qualité et à la fois défaut des IA généralistes, c'est qu'elles doivent donner une réponse coûte que coûte. Même si elles n'ont que 0,001% de vérité pour construire cette réponse, elles vont la donner. Alors là, j'interviens, il y a parfois des refus de réponse. Alors maintenant, de plus en plus, il y en a, et c'est à la fois... alors, il y a des contextes qui sont positifs, d'autres un peu moins. Mais ce qu'on attend de l'IA pour pouvoir l'implémenter, même que ce soit personnellement ou dans les entreprises, il faut connaître ses limites. Mais en même temps, si on commence à demander à une IA de dire non, là, je ne peux pas répondre, on va avoir un effet déceptif assez rapide, un peu trop brutal. Et moi, je crois plus à cadrer les cas d'usage, avoir des IA verticales entraînées sur des bases de données. Pourquoi? Parce que même dans le milieu de statistiques, moi, je continue à faire certaines analyses financières, notamment dans le domaine de l'énergie, où on n'a pas besoin de l'IA en tant que tel, c'est de la statistique. On est très intéressé par les biais, par les points qui dévient très loin des droites pour les analyser. Ça, c'est l'image des hallucinations d'IA qui sont, ces exceptions sont intéressantes à analyser. On ne veut pas les brider, on veut simplement mieux les identifier. Et donc, l'explicabilité de l'IA, c'est un enjeu demain qui n'est pas encore apporté. On ne sait pas pourquoi les réponses nous viennent. Et c'est plus intéressant de travailler sur ça que d'essayer à mon sens, de brider les réponses. Tout dépend des questions qu'on pose quand même. Je dois intervenir, c'est quand même un mythe, c'est que lorsque vous interrogez une IA générative, vous avez un résultat qui vous est présenté au fil de l'eau. C'est-à-dire que le texte défile et les lignes s'affichent les unes après les autres. Je pense que toutes les IA fonctionnent de ce principe-là. C'est de l'affichage. C'est de l'affichage. Mais attention, quand vous interrogez une IA de ce type, vous avez un opérateur qui supervise l'intelligence artificielle et qui a l'opportunité, lorsqu'il le désire et qu'il voit, il en supervise plusieurs en même temps, il n'est pas fixé sur une conversation. Et il supervise les conversations, et s'il voit qu'il y a sur une conversation un sujet sur lequel il ne faut pas répondre, alors que la réponse est en cours de processus, il peut interrompre le processus de défilement et rediriger l'IA avec une autre consigne. Donc, vous avez un opérateur qui peut aussi intercepter l'humour, parce que l'IA n'est rarement capable de faire de l'humour, et donc avoir des réponses qui vont être, pilotées. Vous ne discutez jamais directement avec une IA. Vous discutez avec une IA qui est supervisée par un opérateur. Mais on revient en fait à ce que monsieur, moi je veux dire monsieur, sur l'histoire du logiciel. En fait, l'IA aujourd'hui, quand vous utilisez ChatGPT, c'est un logiciel, d'accord? Un logiciel qui intègre une intelligence artificielle, en fait, un algorithme d'apprentissage profond qui s'appelle un LLM et tout. Il y a plein de techniques là-dessus, mais il y a aussi des couches autour qui enrobent. Bah, déjà, le visuel, le fait qu'on voit les lignes qui s'affichent petit à petit. Si vous utilisez des ChatGPT un peu plus améliorés, vous pouvez voir ce qu'on appelle les jetons de raisonnement, qui permet aussi de voir comment l'IA interprète nos mots ou réinterprète ce qu'on lui a dit par rapport à comment lui va pouvoir les ingérer, on appelle ça, et restituer l'information. Donc, une IA, c'est un logiciel, c'est un ensemble qui à la fin est tout encodé en 0 et 1, parce que c'est ça à la fin, c'est une unité informatique, c'est du 0-1, c'est du binaire, voilà, c'est aligné comme ça. Donc en effet, oui, on peut en tout cas, vous pouvez faire avec un algorithme d'apprentissage, on devrait en fait utiliser ce terme-là à la base, qui a toujours été le terme qui date depuis les thèses, Yann Lequin, donc contemporain des années 80 et tout, même avant en fait, où les algorithmes d'apprentissage vont restituer une réponse, ensuite on réinterprète d'une certaine manière pour aider l'utilisateur à le comprendre ou à l'utiliser. Lorsque, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé l'autodrive d'une voiture Tesla par exemple, bon bah, l'IA n'est pas elle directement, il y a différentes IA, il y a différentes composantes qui interagissent. Une qui va récupérer les informations de distance, une qui va récupérer les informations d'image,
et aussi le fait de tourner le volant, de pas faire tourner le volant, de prise de décision, etc., etc. Donc l'IA est un ensemble et une architecture. On retrouve cette idée d'architecture qui forme une unité logicielle ou différentes unités logicielles, comment vous l'architecturez, et vous permettre de répondre à un résultat et à un besoin spécifique. Voilà, donc c'était vraiment on rebondit sur les deux. La